Bonjour à tous, je vous avais présenté Serge Mona il y a quelques temps dans une vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire vous lire un document assez rare et difficile à trouver, qui est de Serge Mona. Donc, rapport d'enquête journalistique, CIA, vaccin, médecine militaire expérimentale, cristaux liquides. Donc on va parler du contrôle de la pensée, des drogues testées par la CIA, les services secrets des vaccins, manipulation politique de la vaccination, les cristaux liquides de la mort, protection de la vie privée, etc. etc. Note d'introduction. Même si l'enquête en cours n'est pas complètement terminée, il m'apparaît des plus urgents de publier un rapport assez complet concernant les manipulations médicales pour parvenir au contrôle politique direct de tous les individus. Avez-vous cru que la présente guerre déclenchée sur les populations par les Nations Unies, en vue d'instaurer un nouvel ordre mondial, pourtant si souvent cité par le président des États-Unis du début des années 90, George Bush, serait une guerre conventionnelle, avec des armes différentes comme cela était le cas dans le passé? Si en premier lieu vous ne croyez pas qu'une guerre mondiale est en cours, c'est que vous vous obstinez non seulement à nier les évidences de la chute de l'économie et du regroupement mondial d'organismes internationaux, mais encore vous n'avez pas remarqué que cette guerre se fait actuellement sous 3 formes distinctes, entre autres, soit guerre économique, guerre électronique et guerre médicale. En deuxième lieu, c'est que vous êtes victime, bien malgré vous, du programme de contrôle de la volonté par le biais des ondes visuelles, télévision et cinéma, mais encore des ondes électromagnétiques, micro-ondes, électricité concentrée, de manière à provoquer chez vous une confusion de l'esprit et un état léthargique permanent qui vous empêche de penser et de réfléchir. Car il faut bien l'admettre, le contrôle direct des individus pour des fins politiques, à cette époque, passe avant tout par la nécessité d'endormir l'esprit, le cerveau des populations, afin de les paralyser dans leur possibilité de réfléchir, de penser et de réagir. Par exemple, chaque fois que vous vous retrouvez devant une évidence, en face de preuves indubitables, devant des faits clairs et précis que vous savez intérieurement vrais, mais que vous les rejetiez soit par peur, soit par indifférence, mais sans y réfléchir en tout premier lieu, c'est que vous êtes victime de ce contrôle de la pensée, qui veut que vous n'acceptiez comme vrai et réel que ce qui est officiel, ce qui provient de personnalités reconnues provenant de la télévision, du monde politique et du monde scientifique. Pourtant, vous êtes-vous déjà demandé pour qui et pour quels intérêts travaillent tous ces gens que vous avez appris à considérer comme étant des dieux? Le contrôle de la pensée. Technique et tactique du nouvel ordre mondial, par Glenn Kravitz. La route longue et tortueuse. Des tests ont été conduits sur des citoyens non volontaires et peu informés, des détenus et des militaires, utilisant des drogues psychoactives, de l'hypnose, des privations sensorielles, des thérapies électroconvulsives, des traitements aux électrochocs, ECT, de la psychochirurgie, de la thérapie de sommeil profond, des agents biologiques, armes chimiques, des substances de harassement, des commotions cérébrales, du stress, des stimulations électroniques du cerveau, ESB, des implants cérébraux électroniques, des fréquences d'énergie radio électromagnétique et plusieurs techniques. Elles furent appliquées sur des sujets dans toutes les combinaisons qui pouvaient se montrer prometteuses pour l'influence ou le contrôle des comportements humains. Aucune alternative ne fut négligée. On ne peut trop le dire, les résultats des expérimentations sur le contrôle de la pensée, qui ont été conduites par bon nombre de nations soi-disant civilisées, ont mené à une nouvelle espèce d'armes, et ces armes sont utilisées aujourd'hui. Ce sont les armes du nouvel ordre mondial, et elles sont spécifiquement conçues pour priver les individus, et même des pays entiers, de leur capacité de liberté de penser. Technique de contrôle de base. Le cerveau humain a souvent été comparé à un ordinateur. L'information est reçue, traitée, intégrée, puis une réaction est formulée et appliquée. Les contrôleurs de pensée manipulent l'information de la même manière qu'un programmeur manipule l'information. Premièrement, on contrôle la source, la qualité et la quantité d'information qui est reçue par le processeur, dans notre cas le cerveau. Puis on contrôle la manière dont l'information est traitée, dans ce cas par la manipulation des états de la conscience humaine. L'induction d'états de haute suggestibilité est la forme la plus banale de manipulation. La télévision est un outil efficace dans ce genre de manipulation, car elle rejoint une grande quantité de gens simultanément. Les armes de contrôle de la pensée de demain sont ici, aujourd'hui. Il existe des engins destinés à introduire des pensées dans l'esprit humain, des engins destinés à manipuler directement l'état de conscience, la capacité de traitement du cerveau, et des engins conçus pour lire les motifs des ondes cérébrales ou de pensée à distance. Les secrets de la vie.
En janvier 1991, l'Université d'Arizona était l'hôte d'une conférence intitulée « Atelier de l'OTAN sur les phénomènes cohérents et émergents dans le système biomoléculaire ». La conférence révélait des développements fascinants, mais effrayants dans le monde des systèmes biomoléculaires, un sujet qui englobe un vaste champ de disciplines, incluant la biochimie moléculaire, la nanotechnologie, la psychoneuroimmunologie, l'ingénierie biomoléculaire et un bon nombre d'autres disciplines reliées à l'étude de la conscience humaine. L'organisateur et hôte de la conférence, le Dr Stuart Ameroff, du Collège de médecine de l'université, département d'anesthésiologie, déclara « Les buts de cette conférence étaient de comprendre les mécanismes de base de la vie et de la conscience. » Il prétendit que l'OTAN n'était que le commanditaire de l'événement et que leur participation se limitait à la présence de quelques représentants lors des conférences qui prenaient des notes. Ameroff croit que le siège de la conscience pourrait se situer dans des polymères cytosquelétaux ressemblant à des ordinateurs à l'intérieur des cellules. Plus clairement dit, la conscience d'un individu pourrait se retrouver dans des structures microscopiques à l'intérieur de chaque cellule individuelle du cerveau. Ces structures communiquent apparemment à travers des excitations cohérentes de l'ordre des nanosecondes, c'est-à-dire une sorte de couplage d'énergie à des longueurs d'onde ultra courtes. Ameroff poursuit, une idée exprimée qui a rapport à la vie après 2000 est que les protéines cytosquelettiques du cerveau pourraient être préparées dans un environnement artificiel qui pourrait être capable de contenir des fonctions cognitives. Un individu pourrait être capable de transférer sa conscience à un environnement artificiel quand son corps physique approcherait de l'expiration. Ceci soulève évidemment beaucoup de questions d'ordre philosophique et sociologique. Si nous pouvons même commencer à concevoir une technique pour enlever et ranger la conscience humaine dans un environnement artificiel, et possiblement la transférer dans un autre corps, capable de garder des fonctions cognitives, alors personne ne devrait être surpris que le contrôle de la pensée soit possible. La technologie du contrôle. Un document qui fut distribué à la conférence se démarquait par son attitude différente envers les développements dont on discutait. C'était en effet un avertissement glacial aux scientifiques présents à propos des abus potentiels de leur découverte. Le sujet du document, le contrôle de la pensée. Distribué par le chercheur indépendant Harlan E. Girard, le document était intitulé « Effet des radiations gigahertziennes sur le cerveau humain. Développement récent dans la technologie du contrôle politique ». Il explique comment l'énergie des micro-ondes peut être et est utilisée pour influencer et contrôler le comportement humain. Dans une lettre concernant la présentation de Girard, Stuart Ameroff déclare que ces prétendues techniques utilisaient des vibrations de nanosecondes, ou plus rapides, gigahertziennes, micro-ondes, etc., et donc étaient en rapport avec le thème de la conférence, c'est-à-dire la conscience reliée aux excitations cohérentes de nanosecondes dans le cytosquelette. Le document en soi, par contre, est beaucoup moins intéressant que terrifiant du point de vue scientifique. Si un rapport fidèle sur les capacités opérationnelles d'agences qui pourraient employer de telles technologies. Girard débute la présentation en expliquant « Les États-Unis ont développé des équipements de communication qui peuvent rendre la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la force aux paralytiques. Ça peut débarrasser les malades en phase terminale de toute douleur sans l'usage d'aucune drogue. Un homme peut garder l'usage de toutes ses capacités jusqu'au jour de sa mort. » Ces équipements de communication se basent sur une nouvelle manière de concevoir le cerveau humain et le système neuromusculaire et des radiations gigahertziennes pulsées à des fréquences ultra basses. Certains de ces équipements sont maintenant opérationnels dans les rangs de la CIA et le FBI. Ils ne seront jamais utilisés pour rendre la vue aux aveugles ou l'ouïe aux sourds parce que ce sont des pièces centrales de l'agenda politique domestique et étranger de James A. Baker et de George Herbert Walker Bush. Domestiquement, les nouveaux appareils de communication sont utilisés pour torturer et assassiner des personnes qui correspondent au profil imaginé pour nettoyer une population entière de terroristes, pour torturer et assassiner des citoyens qui appartiennent à des organisations qui promeuvent la paix et le développement en Amérique centrale, pour torturer et assassiner des citoyens qui appartiennent à des organisations opposées au déploiement et à l'utilisation des armes nucléaires, et pour créer une race d'esclaves appelée automatons, ou ce qu'on appelle populairement le candidat mandchou. À l'étranger, les essais ont lieu sur des otages détenus par les États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Allemagne, en Finlande et en France. De plus, il y a eu une longue série de suicides bizarres parmi des informaticiens britanniques, ceux-ci ayant tous un quelconque lien avec la United States Navy. Considérant la manière imprudente, désespérée
et indiscriminée avec laquelle les nouvelles armes américaines ont été utilisées, les médecins s'occupant des morts et des mourants devraient prendre en compte les opinions et associations politiques connues de leurs patients avant de procéder à un diagnostic ou à conduire une autopsie. La psychologie de la terreur. Est-ce qu'un gouvernement, une corporation ou un psychiatre promouvrait intentionnellement une telle horreur aujourd'hui? La réponse est très évidemment oui. Les gouvernements, les agences et les corporations qui travaillent avec eux pour le nouvel ordre mondial sont préparés à promouvoir tout ce qui pourrait les aider à atteindre leur but de contrôle social total. L'histoire nous a si souvent démontré cela de façon tout à fait claire et sans équivoque. En ce qui concerne le pourquoi, si vous terrorisez le public et les faites craindre pour leur sécurité, ils vont vous permettre d'instaurer des pratiques de loi draconiennes, de les désarmer, et de garder des registres complets sur eux, et ils n'ont qu'à vous dire que tout ceci est fait pour vous protéger, bien sûr. Deuxièmement, cela promeut la chute de la forme présente du système politique démocratique et conduit les sociétés à chercher des alternatives à la méthodologie politique actuelle. Évidemment, l'alternative a déjà été planifiée. Elle s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, et elle n'aura pas vos intérêts et votre sécurité à cœur. La peur a toujours été utilisée par les élites du pouvoir pour contrôler et subjuguer les masses. La vieille maxime de diviser pour régner est amenée à la limite dans tous les coins de la planète afin de s'assurer que tout le monde est effrayé pour leur propre sécurité personnelle et que tout le monde a peur ou se méfie de ceux qui l'entourent. Cela aussi, c'est du contrôle de la pensée. West avait aussi très hâte d'essayer la machine Schwitzgebel, avec laquelle on implante de petites électrodes dans le cerveau, les connectant ensuite à des transmetteurs radio, permettant ainsi un contrôle par télécommande. Des détecteurs de missiles modifiés devaient être utilisés pour toujours savoir où se trouve le sujet. Le gouverneur Reagan a rapidement tenté d'exécuter les plans de West, mais il a rencontré une forte résistance sur plusieurs fronts. La pression pour interdire ce programme s'est accentuée lorsque le président du sous-comité sur les droits constitutionnels, le sénateur Frank Ervin, a commissionné une étude sur l'implication du gouvernement dans nombre de nouvelles techniques de contrôle de la pensée. Lorsque Ervin réussit à obtenir une lettre de West au directeur de la santé de l'État de la Californie, datée du 22 janvier 1973, sur laquelle il propose que les militaires lui remettent une base de missiles nucléaires Nike ou Nike située sur les collines de Santa Monica, dans le but d'y effectuer des recherches, il réveilla beaucoup de soupçons. Les investigateurs du Centre de recherche sur la violence ne purent pas fournir d'explications valables au sujet de l'utilisation de ladite base aux membres du Sénat californien. Mais en plus, West n'avait jamais clairement défini ce qu'il entendait par comportement indésirable, ou le pourquoi de la nécessité de travailler à l'intérieur d'un silo de missiles protégé et clôturé. Son projet au complet fut attaqué, puis finalement abandonné. Ou ne serait-il pas devenu seulement clandestin? Le soutien de Reagan pour le concept de contrôle des comportements, lire contrôle de la pensée, n'a toutefois pas été amoindri par cet incident, et il est presque certain qu'un peu de vie a été insufflé dans bon nombre de ses recherches secrètes lorsqu'il devint président. Il n'y a que trop de raisons de soupçonner le docteur Louis Jolyon West d'être le chef de file dans la recherche sur le contrôle de la pensée. Il a travaillé à perfectionner ces techniques sur des êtres humains depuis très longtemps. Un mémo de la CIA, daté du 14 janvier 1953 et intitulé « Technique d'interrogation », contient le passage suivant. Si les services du major Louis J. West de la US Air Force, un hypnotiseur réputé, pouvaient être obtenus, ainsi que ceux d'un professionnel des techniques conventionnelles d'interrogation et de polygraphe, et les services du colonel, alors là c'est censuré, un centre complet d'interrogation pourrait être mis sur pied dans un endroit spécialement sélectionné. La CIA proposait que ce laboratoire contiendra une salle spéciale dans laquelle tous les aspects significatifs de l'environnement peuvent être contrôlés. Cette salle contiendra entre autres une large variété de polygraphes pour des enregistrements simultanés d'un grand nombre des réactions physiologiques de l'individu étudié. Dans cet endroit, un grand nombre de variables hypnotiques, pharmacologiques et d'environnement sensoriel seront manipulées de façon calculée et des enregistrements seront faits des réactions du sujet. Aldous Huxley, auteur du roman Le meilleur des mondes, se réfère à West de nombreuses fois dans ses ouvrages. Alors, une petite parenthèse, il faut ajouter qu'Aldous Huxley était le frère de Julian Huxley, qui était biologiste.
En 1953, il a écrit que West effectuait des recherches sur l'hypnotisme et sur la mescaline. Plus tard, en 1961, il rapportait que West l'avait informé qu'il faisait alors des expériences sur la privation sensorielle et qu'il profitait des équipements les plus avancés. Le savoir obtenu par ces expériences horribles, ainsi que des milliers d'autres, est appliqué au contrôle de la pensée aujourd'hui. Le contrôle de la pensée. Le temps qui manque. Une série d'expériences conduites par la CIA pour trouver une méthode pour provoquer l'amnésie découvrit que des pulsations de micro-ondes pouvaient être utilisées pour surstimuler la production d'acétylcholine dans le cerveau, un neurotransmetteur associé à l'emmagasinage de la mémoire. Ce procédé était connu sous le nom de EDOM, dissolution électronique de la mémoire. Lorsqu'un sujet est exposé à ce signal, il ne peut tout simplement pas emmagasiner de la mémoire, et donc reste avec une période d'amnésie ou de temps manquant. Ils peuvent même être influencés à ne pas se souvenir de ces amnésies. D'après le livre The Mind Manipulators, les manipulateurs de la pensée, par Alan W. Shefflin et Edward M. Hopton Jr., publié en 1978, les DOM altèrent la perception du temps en émettant des ondes radio et des tonalités ultrasoniques, qui eux agissent sur les produits chimiques qui agissent sur l'emmagasinage de la mémoire dans le cerveau. Il semble même que cette technique puisse être utilisée pour effacer des souvenirs spécifiques des cerveaux d'individus qui ont été exposés à des informations hautement classifiées et qui quittent l'emploi d'agences gouvernementales qui travaillent avec des informations sensibles. Cette technique particulière me laisse songeur à propos de ces événements appelés de temps qui manque, associés à de présumés enlèvements extraterrestres. Nous avons développé la technologie qui provoque des périodes d'amnésie dans nos propres laboratoires et nous n'avons pas besoin d'un truc extraterrestre pour nous montrer comment le faire. Tout est dans la tête. Les opérations d'implants cérébraux, dont le blâme est si couramment placé sur les kidnappeurs extraterrestres, ont lieu partout sur notre planète depuis très longtemps, et elles sont perpétrées par des humains. Des docteurs en Suède ont placé des transmetteurs cérébraux dans les têtes de patients anesthésiés sans leur consentement ou leur savoir depuis plus de 30 ans. Il existe des preuves que les hôpitaux de Södertörnquist, Karolinska, Nacka et Sundsvall ont implanté des transmetteurs cérébraux sans la permission ni la connaissance de leurs patients durant plusieurs décennies. Les autorités suédoises nient l'existence des transmetteurs cérébraux et avisent les plaignants qu'ils risquent d'être internés dans des hôpitaux psychiatriques s'ils continuent de parler de ces appareils. En 1985, pourtant, une lettre fut écrite par des représentants de plusieurs groupes des droits de l'homme et des professionnels légaux et techniques, envoyée à l'attorney général du pays, puis référée au district attorney, M. Overklagaren, qui détermina qu'une telle activité ne serait pas considérée comme un crime. Overklagaren, ADII 7685. Un manuel de 1968, intitulé Télémétrie biomédicale, écrit par le Dr Stuart McKay, anciennement de l'Université de Californie à Berkeley, qui était utilisé par l'unité d'éducation de l'Institut de recherche de la défense suédoise, rapportait que parmi les divers instruments de télémétrie disponibles aujourd'hui, il y a des transmetteurs miniatures qui peuvent être avalés, portés de façon externe ou implantés chirurgicalement sur des animaux ou des humains. Ils permettent l'étude simultanée du comportement et des fonctionnements physiologiques. La portée des observations est trop étendue pour plus qu'une allusion à quelques exemples. Les possibilités ne sont limitées que par l'imagination du chercheur. Le docteur José Delgado, un pionnier de la simulation électronique du cerveau, SEC, qui fut subventionné à travers des organisations de façade par le Bureau de recherche navale américain et par la CIA, déclarait dans son livre Le contrôle physique de la pensée, 1969, que les transmetteurs cérébraux peuvent demeurer dans le cerveau d'un sujet à vie. L'énergie qui actionne le transmetteur est transmise par des fréquences radio. Une des possibilités des transmetteurs cérébraux est d'influencer les gens afin qu'ils se conforment au système politique. Les fonctions autonomiques et somatiques, les comportements individuels et sociaux, les réactions émotionnelles et mentales peuvent être provoquées, maintenues, modifiées ou inhibées chez les animaux comme chez l'homme par la stimulation de structures cérébrales spécifiques. Le contrôle physique de plusieurs fonctions cérébrales est un fait établi. Il est même possible de suivre les intentions, le développement des pensées et les expériences visuelles. Les premiers implants étaient d'environ la taille d'un demi-filtre de cigarette, mais de nouvelles versions peuvent être adaptées à des cristaux liquides, injectés directement dans le sang pour se loger dans le cerveau.
La communication dans les deux sens avec les transmetteurs cérébraux est possible depuis les années 50, incluant des messages vocaux et des retours de pensée. D'autres armes de la Deuxième Guerre mondiale. Les armes qui, d'après Harlan Girard, sont utilisées dans les opérations secrètes de contrôle de la pensée incluent un transmetteur qui transmet à la fréquence du système nerveux humain et qui, d'après lui, est manufacturé par l'Oral Electro-Optical Systems de Pasadena, Californie. L'Oral, un important contractant de la défense, avait précédemment conduit des recherches sur des armes à énergie dirigées pour le compte du lieutenant-général Leonard Peroz de l'US Air Force, qui cherchait une arme pour implanter des messages dans le cerveau de l'ennemi et pour provoquer des réactions de courage surhumaines chez ses propres troupes. L'appareil emploie des radiations électromagnétiques, EMR, de fréquence gigahertzienne dans des tonalités ultra basses, ELF. Elle est utilisée pour torturer les gens physiquement et mentalement et à distance. Des armes de ce type ont supposément été utilisées contre les femmes britanniques qui protestaient contre la présence de missiles cruise américains sur la base aérienne commune de Greenham dans les années 70. Cette arme peut être utilisée pour induire une privation totale de sens en transmettant des signaux aux nerfs auditifs de la victime à de telles puissances qu'ils ne peuvent même plus s'entendre penser. Cet appareil a transformé le concept de la vieille phrase « Il y a tellement de bruit ici, je ne peux même plus m'entendre penser » en un redoutable engin de terreur. Les procédés employés par de telles technologies ELF sont décrits dans plusieurs publications du département de la Défense, incluant le spectre électromagnétique dans les conflits à basse intensité par le capitaine Paul E. Tyler, commandant médical de la Navy, qui est inclus dans une collection intitulée « Les conflits à basse intensité et la technologie moderne », éditée par le lieutenant-colonel David J. Dean, Air Force. Le papier fut livré en 1984 et la collection publiée en 1986 par la Air University Press de la base aérienne Maxwell en Alabama. Un autre appareil à pulsation de micro-ondes peut transmettre des signaux audibles directement à un individu tout en restant inaudible à qui que ce soit d'autre. La technologie est très simple et elle peut être construite avec un banal fusil radar policier. Le faisceau de micro-ondes généré par l'appareil peut être modulé à des fréquences audio et transmettre des voix directement dans le cerveau. Dans son livre The Body Electric, Robert Baker, candidat au prix Nobel, décrit une série d'expériences conduites au début des années 60 par Alan Frey, où ce phénomène fut démontré pour la première fois, aussi bien que des expériences ultérieures conduites en 1973 à l'Institut de recherche militaire Walter Reed par le docteur Joseph C. Sharp, qui suivit lui-même des tests dans lesquels il prouva qu'il pouvait entendre et comprendre des paroles transmises dans une chambre d'isolation sans écho via un audiogramme pulsé en micro-ondes dirigé vers son cerveau. Puis Baker déclare que de tels appareils peuvent évidemment être utilisés dans des opérations secrètes visant à rendre une cible folle avec des voix ou faire parvenir des informations indécelables à un assassin programmé. Un livre de 1978 intitulé « Effets et applications auditives des micro-ondes » par James C. Lynn expliquait comment des voix audibles peuvent être transmises directement au cerveau. Cette technologie pourrait être utilisée pour rendre l'ouïe aux sourds, mais au lieu de cela, elle était retournée contre le public. Alan Frey rapportait aussi qu'il pouvait ralentir, accélérer ou arrêter les battements cardiaques d'une grenouille isolée en les synchronisant avec un faisceau de micro-ondes. D'après Robert Baker, des résultats similaires ont été obtenus avec des grenouilles vivantes, ce qui démontre qu'il est techniquement possible de provoquer des crises cardiaques avec un faisceau destiné à traverser la poitrine humaine. Entre parenthèses, peut-être que l'auteur de ce rapport, Serge Mona, en a été victime. Il est mort d'une crise cardiaque au début de la cinquantaine. Je devrais mentionner que Baker ne participe pas, à ma connaissance, à de telles recherches. Je crois qu'il est plus intéressé dans les aspects humanitaires de la recherche électromagnétique et qu'il critique les applications militaires et d'espionnage de ce type de recherche. Il a été démontré que des rayons d'énergie électromagnétique concentrés à ultra haute fréquence, UHF, peuvent être utilisés pour provoquer une agitation et une activité considérable. Alors là, en parenthèse, on a une annotation où il y a marqué Rwanda, point d'interrogation, ou pour provoquer une faiblesse et une léthargie musculaire. Les micro-ondes peuvent aussi être utilisés pour brûler la peau humaine, augmenter les effets des drogues, des bactéries ou des poisons, ou affecter le fonctionnement de tout le cerveau. Ces effets ont tous été étudiés en profondeur par la CIA. Le 21 septembre 1977,
en témoignant devant le sous-comité du Sénat sur la santé et la recherche scientifique, le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigea le programme MKUltra, fut forcé de discuter des aspects de la quête de la CIA pour trouver des techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques à distance. Dans un projet de recherche top secret financé par l'administration Reagan, au nom de code Opération Black Beauty, le docteur Michael Persinger, un physiologiste américain qui dirige le laboratoire de psychophysiologie environnementale à la Laurentian University de Sudbury, Ontario, fut chargé de développer une arme qui puisse être utilisée pour calmer rapidement des foules en colère. Il développa un appareil électromagnétique qui employait des champs de basse intensité à variation de temps pulsé à des registres de fréquences extrêmement basses, à des fréquences entre 1 et 10 Hz. Apparemment, une personne se trouvant dans le champ de cet appareil trouvera un endroit spécifique de son cerveau inondé d'histamine, provoquant des crises incontrôlables de vomissement. Est-ce là le genre d'activation que l'on peut vouloir atteindre? Des amis bas placés. Arlan Girard n'est pas étranger au contrôle de la pensée. Il déclare qu'il a lui-même été ciblé depuis 1983, après qu'une série d'événements l'apporta à l'attention de certains individus moins qu'agréables et néanmoins très puissants. Tout a commencé quand il fit quelques remarques négatives sur le genre de républicanisme de Ronald Reagan à l'ancien lieutenant-gouverneur d'Hawaï, qu'il approcha en 1976, quand il travaillait en Australie, pour ramasser des fonds pour la campagne de réélection à long terme de Reagan. Il fit aussi valoir sa désapprobation face à l'éventualité qu'un ancien directeur de la CIA devienne président, en réponse à une question relative à comment il voyait George Bush, de qui il ne savait pas grand-chose à ce moment-là, prendre la direction de la Maison-Blanche. Plus tard, quand Girard fit application à un poste de commissaire au Pacifique Sud, un poste de commerce qui est sous la juridiction de la Maison-Blanche, le bureau du président demanda de l'information concernant son passé. Dans sa réponse, Girard mentionna son contact avec l'ami hawaïen de Reagan, ayant oublié ses remarques passées et pensant que ce contact irait en sa faveur. James Baker, qui était responsable de choisir le candidat, appela l'ancien lieutenant-gouverneur d'Hawaï et résultat, ses remarques précédentes furent connues de Baker. Il découvrit plus tard que le gouverneur, comme Baker, était un proche ami de Reagan. Girard conclut que son téléphone fut mis sous écoute et son courrier ouvert de façon journalière à partir de mars 1983, une fois que Baker décida qu'il n'était pas du bon côté. Autour de cette période, il prétend qu'une enquête fut entreprise sur lui, soit par le National Security Planning Group de George Bush, ou par une des organisations antiterroristes proactives dirigée par Oliver North à partir du sous-sol de la Maison-Blanche. En 1983, Oliver North, que Reagan appelait « mon marine favori », était le lien entre le National Security Council et la FEMA, l'Agence fédérale de gérance des urgences, une organisation d'extrême droite responsable de coordonner les agences gouvernementales en période d'urgence nationale ou de troubles civils, aussi bien que planifier un gouvernement de continuité. North passa son temps dans la FEMA à conduire des actions secrètes et à planifier le renversement de la Constitution américaine. On croit qu'il a aussi créé une division dans l'agence qui reçut la tâche de neutraliser les ennemis de la Maison-Blanche. Le nom de code de ce programme est Dakota. Le mémo non daté suivant, préparé par le National Laboratory de Los Alamos, intitulé « Concept pour assister l'Agence fédérale de gérance des urgences dans ses missions », trace les grandes lignes de la recherche proposée pour enquêter sur les effets des radiations de micro-ondes sur les organismes mammifères, donnant encore plus de crédibilité aux allégations de Girard. Girard croit que la raison pour laquelle il devint une cible du contrôle de la pensée est que son profil correspondait à celui de John Hinckley Jr., l'homme qui tenta d'assassiner Ronald Reagan en mars 80. Lui aussi venait d'un foyer privilégié et, comme Girard, était éloigné de son père. Il semblerait évident que Hinckley désapprouvait les politiques de Reagan, bien qu'il y ait nombre de théories selon lesquelles le but de l'assassinat de Reagan était de donner la présidence à Bush plutôt qu'il n'en fut finalement le cas. Après que la tentative eut échoué, Reagan rendit presque tous ses pouvoirs présidentiels de toute façon. Il n'était réellement qu'un acteur jouant le rôle d'un président. Girard habitait Los Angeles, pas très loin du ranch de Reagan, à Santa Barbara, au moment de l'enquête, ajoutant, il croit, à la spéculation concernant son potentiel de menace. Bien qu'il ne s'agisse que de coïncidence, il se peut que ça n'ait pas été vu de cet œil, car c'est autour de cette période que le traitement de contrôle de la pensée
a commencé. Une idée de la naïveté des évaluations des menaces potentielles pour le président par la Maison-Blanche effectuée après la tentative d'assassinat est mentionnée dans le livre de Bob Woodward Vale, The Secret Wars of the CIA. Il rapporte qu'il y a des rapports sur les menaces à la vie du président que les agents et les analystes ne prenaient pas au sérieux et qui n'étaient généralement rien de plus que deux gars assis dans un bar disant qu'ils voudraient tirer sur Reagan. Le DCI William Casey répliquait « Je veux une équipe là-dessus ». En 1989, le FBI refusa à M. Girard l'accès à son propre dossier à cause qu'il est exempté de publication obligatoire sur la base de 5 USC paragraphe 522b. Cette section du Code des États-Unis s'applique à des documents à être gardés secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la politique étrangère. Girard n'a jamais eu une autorisation de sécurité ni appliqué à un poste qui en requérait, bien qu'il ait travaillé pour l'Air Force, de qui il avait obtenu des charges honorables en 1963. Que pouvait donc cacher le FBI? Girard prétend qu'il était exposé à de l'information hautement classifiée et extrêmement sensible lorsque ses entraîneurs ont essayé de lui parler, pour l'inciter à commettre des meurtres ou au moins à se suicider. Certains contrôleurs inexpérimentés sont même entrés en communication directement avec son cerveau, relativement normalement, avant de commencer leur tirade continue d'abus, et certains lui ont même dit qu'ils se pratiquaient sur lui avant d'être envoyés dans des missions plus importantes. La charade démocratique. D'après Harlan Girard, l'équipement a aussi été utilisé pour influencer la politique de manière beaucoup plus directe. Il croit que Michael Dudakis, le candidat présidentiel démocrate opposé à George Bush lors des élections présidentielles de 88, fut ciblé par la technologie des micro-ondes dans le but de gêner ses performances lors de discours publics, une fois que les sondages eurent démontré qu'il représentait une menace sérieuse pour Bush. Il prétend aussi que l'équipement fut utilisé contre Kitty Dukakis et l'accula presque au suicide. Dans le monde merveilleux de la politique américaine, un candidat présidentiel avec des problèmes comme cela va de toute évidence perdre la course à la Maison-Blanche. Girard m'expliqua le scénario de cette façon. Même si l'assassinat de Kennedy et le Watergate n'étaient pas des coups d'État, l'élection de 88 l'était certainement. Il est vraisemblable que tous les trois furent en effet des coups et qu'ils aient été menés par le même gouvernement de facto. Les deux premiers sont les sujets de bien de bons livres et encore plus de théories. Est-ce que les déclarations personnelles de Girard, à l'effet d'avoir été la victime du contrôle de la pensée et de tortures électromagnétiques, semblent trop irréelles à la lumière du fait que de telles expérimentations ont réellement eu lieu? Il dit que le plus grand défaut de l'efficacité du traitement auquel il était soumis réside dans l'évaluation simpliste de sa personnalité, déclarant « Je ne suis pas meurtrier ni suicidaire. La CIA peuvent m'assassiner, mais je ne serai jamais l'automate de personne. » Nul doute que bien des individus n'auront pas la même capacité de résister, ni la même force de persévérer. Quant à pourquoi il est encore en vie, dans les jours où il se rendit compte que la Maison-Blanche ou le FEMA était en train d'essayer de le neutraliser, il commença à tenir un journal qui inclut les numéros des plaques d'immatriculation de nombreux véhicules associés à son traitement, qui peuvent être retracés directement à la Maison-Blanche. Il a fait circuler de nombreuses copies de ce journal pour sa propre protection. Il dit aussi qu'il y a l'horrible possibilité que le procédé de cette torture soit en lui-même gratifiant pour ceux qui l'appliquent, et que pour cette raison, il préfère le garder en vie pour pouvoir continuer à le travailler plutôt que de s'en débarrasser. Il a été porté à croire, et il croit, que des rapports quotidiens sont préparés sur le progrès de la torture sur des êtres humains avec les armes ELF, et que ces rapports sont disponibles aux sympathisants tordus à l'intérieur du gouvernement comme récompense pour leur patronage à des agences comme la CIA. Girard dit que des attentats ont aussi été tentés contre sa vie avec des armes conventionnelles. Il m'a dit que si j'étais incapable de le contacter dans le futur, je devrais m'adresser à ses avocats car ils sont pleinement conscients de cette situation. La légion involontaire. Si les déclarations de Girard étaient les seules de cette nature, on pourrait sans risque trouver raison à les mettre en doute, mais elles ne le sont pas. Plusieurs individus, certains avec des profils très publics, croient être sujets de ces opérations de contrôle de la pensée, mais ils passent cela sous silence, de crainte que ça pourrait détruire leur crédibilité, ou pire. D'autres, qui dû au comportement antisocial qui amène leur cas à l'attention du public, sont perçus comme des fous ou des menteurs. Par exemple, le samedi 17 mars 1984, le San Francisco Chronicle publia un article intitulé « Incident près de la Maison-Blanche ». Des déclarations bizarres d'un homme armé.
dans lequel un fou solitaire meurtrier, supposément typique, qui fut arrêté près de la Maison Blanche, prétendait avoir reçu un implant de localisation, télémétrie, sous la forme d'un implant cristallin qui fonctionne comme une radio à cristaux. Il croyait que des commandes lui intimaient l'ordre de commettre des meurtres lui parvenaient à travers cet appareil. Combien d'individus ne connaissant pas les possibilités du contrôle de la pensée, ou le fait même que ce soit possible, pourraient croire de telles déclarations? Un rapport similaire parut dans le Miami Herald du lundi 24 mai 1984 dans un article intitulé « Pilote de drogue prétend être pris dans un complot de la CIA. Ancien employé de la CIA de son propre aveu, transporteur de drogue et d'armement, James Petit prétendait être victime du contrôle de la pensée, avoir reçu un implant cristallin et savoir l'existence d'un plan de la CIA nommé Opération Boule de Cristal, qui était un complot pour prendre le contrôle du monde en utilisant le contrôle de la pensée. » Un article subséquent dans le même journal, le 9 juin 1984, déclarait qu'une prise de rayon X n'avait pas permis de trouver l'implant. Pourtant, un autre article sur Petit, publié dans le National Examiner le 30 avril 1985, rapportait que des radiologues avaient détecté un objet étranger derrière son oreille gauche qui, avait-il conclu, n'avait aucune raison d'être là. L'article incluait une photographie au rayon X de la chose non identifiée. Petit prétendait que l'appareil avait été implanté alors qu'il était traité au centre des Grands Brûlés de l'Institut de l'armée américaine de recherche chirurgicale à San Antonio, Texas. Les docteurs de l'hôpital ont confirmé qu'il fut traité à cet endroit jusqu'au 2 juillet 1982. Ils croyaient que la CIA allait l'utiliser dans un plan pour tuer quelqu'un. Petit déclara « Ce serait une bonne idée d'examiner Sirhan Sirhan, l'homme qui a tué Robert Kennedy, pour voir s'il a des implants. James Earl Ray, qui tua Martin Luther King, et John Hinckley, qui tira sur le président Reagan, devraient aussi être examinés. » Les avocats de Petit ont confirmé qu'il avait travaillé pour la CIA, et cela fut aussi confirmé par un autre avocat qui représentait un co-accusé dans le procès d'une affaire de drogue. Petit prétend que tout l'incident faisait partie d'un programme bizarre de la CIA du nom d'Opération Boule de Cristal, dont le but était de prendre le contrôle des systèmes politiques et judiciaires du monde par le contrôle de la pensée avant l'an 2000. Il prétendit même avoir trouvé des documents top secrets contenant des détails du programme dans une poubelle à Key West, en Floride, quelques 20 années plus tard.